Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal quotidien dont voici le sommaire. Au lendemain de la rentrée en distanciel des élèves du lycée Albert Ier, une conférence de presse se tenait aujourd'hui pour dessiner les contours de cette reprise et les modalités logistiques des prochaines semaines. Nous serons en plateau avec le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et nous serons également aux côtés d'une fratrie qui expérimente depuis hier cet enseignement à distance. L'agence monégasque de sécurité numérique fête ses 10 ans, l'occasion de faire le point sur ses missions et les enjeux auxquels est confrontée cette entité. En ce début d'année, alors que nous célébrons aujourd'hui l'Épiphanie, nous recevrons également Monseigneur Dominique-Marie David. L'archevêque de Monaco délivrera son message de Nouvel An aux Monégasques. Le marché de Noël a fait le plein pendant la période de congé scolaire. Des pics de fréquentation ont été enregistrés sur certaines journées, comme nous l'expliquera l'adjointe au maire Axel Amalberti-Verdino. Et puis nous nous glisserons dans les coulisses des préparatifs du Festival international du cirque qui ont bien avancé sous le chapiteau de Fontvieille. Hier, les 840 élèves du lycée Albert Ier ont fait leur rentrée à distance en raison des travaux en cours sur le site de l'Annonciade qui les accueillait depuis début septembre. Le gouvernement a tenu une conférence de presse cet après-midi pour préciser les échéances qui attendaient les élèves en vue d'une reprise à terme en présentiel. Avant de retrouver le directeur de la DENJS en plateau avec nous, je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. Lionel Beffre est au micro de Fabien Bonilla. Les priorités, c'était d'abord reprendre les cours très vite, même si c'est en distanciel. Donc c'est fait dès hier après-midi. Deuxièmement, c'est faire en sorte que cette période de distanciel dure le moins possible. C'est pour ça que nous aurons une date au 26 janvier pour la reprise totale, mais d'ici là, nous allons faire en sorte qu'il y ait des cours qui puissent se faire en présentiel. Et puis, troisième chose, c'était que ça perturbe le moins la vie des élèves. Et pour cela, nous avons tenu à ne pas modifier les agendas, les emplois du temps, pour que vraiment chacun retrouve ce qu'il avait connu lors du premier trimestre de l'année scolaire fin 2025. Et pour comprendre très concrètement comment vont s'organiser les prochains jours et prochaines semaines des élèves du lycée Albert Ier, nous recevons en plateau Jean-Philippe Vinci, le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Jean-Philippe Vinci, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints en plateau pour dessiner ensemble les contours de la logistique des élèves du lycée Albert Ier pour les prochaines semaines. Alors, premier enseignement, on l'a entendu avec Lionel Beffre, l'Annonciade, ce n'est pas tout à fait fini pour les élèves du lycée, mais il n'y aura plus de cours sur place. Alors, le site de l'ancien collège qui accueillait le lycée Albert Ier, ce site-là est terminé parce qu'il va y avoir d'importants travaux de soutènement. Il va être annoncé très rapidement, ça va dépendre des mesures, mais l'autre côté du bâtiment, en face, où il y a un gymnase et une piscine, probablement vont pouvoir être réinvestis. Ce qui a prévalu dans les réflexions, c'était de pouvoir limiter très rapidement au maximum l'enseignement à distance ? Alors, d'abord, on s'est retrouvé avec, en gros, 950 personnes à reloger. Et le gouvernement a acté très vite un certain nombre de principes qu'on a partagés, à savoir un distanciel pas trop long, des sites pas trop éloignés, parce qu'il ne faut pas, pour des problèmes de sécurité et de déplacement, et un maintien, en gros, des emplois du temps des élèves et des professeurs. Donc ça, c'est les grands principes qui ont permis la décision. Et donc, il y aura plusieurs phases sur les semaines à venir. Est-ce qu'on peut les décrire ? Alors, pour la majorité des élèves au lycée, les 2 premières semaines se feront en distanciel, avec quelques petits aménagements, déjà dès cette semaine. Donc, c'est du distanciel classique. Donc, en distanciel, dès hier, les élèves ont repris les cours. C'était important de leur reparler, de les rassurer, de leur expliquer aussi ce qu'il allait se passer, avoir la bonne information. Donc du distanciel, sauf pour les cours de PS. Il est important qu'ils puissent sortir, pas rester toute la journée devant l'écran. On a aussi mis en place dès aujourd'hui un lieu d'accueil pour les élèves au collège Charles III, pour les élèves qui seraient éloignés, qui n'auraient pas de bonne connexion, qui se sentiraient isolés. Et ce qu'on a voulu faire aussi immédiatement, c'est qu'ils retrouvent l'écosystème scolaire. Donc j'aime à dire qu'un établissement, ce n'est pas simplement des salles de classe,
et tout un écosystème. Il y a des psychologues, il y a un conseiller d'orientation, il y a une infirmière, et tout ça participe à la vie de l'établissement. Et c'est très important qu'ils le retrouvent très vite. Donc dès aujourd'hui, ils peuvent contacter qui ils doivent contacter. Et ensuite, peu à peu, une finalisation hybride jusqu'à un retour au présentiel espéré vers le 26 janvier, c'est cela? Alors, c'est ça, les 2 premières semaines donc en distanciel, le temps qu'on s'organise avec les aménagements dont je viens de parler, et petit à petit ce qu'on appelle une hybridation, c'est-à-dire on va prioriser certains cours puisque certaines classes sont en contrôle continu, donc il y a besoin de notes. Donc les notes, il faut venir les faire en cours, donc là on a des espaces, les professeurs pourront réserver des espaces. On a besoin aussi de laboratoires. Il est difficile de faire de la chimie à la maison, enfin, c'est préférable de ne pas en faire. Donc pour la chimie, par exemple, le PS, je viens d'en parler, il y a d'autres cours, surtout les classes à examen. On va essayer le plus rapidement possible d'arriver à du présentiel. L'objectif, comme vous l'avez dit, a été annoncé par le ministre d'État, c'est un retour au présentiel, je dirais, maximal autour du 26 janvier. Alors ce que les parents attendaient notamment, c'était de savoir quel serait le choix final pour le retour au présentiel. Vous évoquez ce même lieu, ou tout du moins un lieu concentré. Tout va se passer notamment pour les élèves autour du collège Charles III? Alors oui, c'est ça. On a d'abord on a récupéré une partie des anciens locaux de l'ISM, donc avenue de la Quarantaine. Les travaux publics ont fait un travail remarquable pendant les vacances. C'est réhabilité, ça sera livré donc pour le 12. Et dans cet espace, on mettra des élèves qui sont actuellement au lycée Régnier 3, qui ont des cours à de longue durée, par exemple 3 heures ou 4 heures de cours, donc qui n'ont pas ce problème de distance. Et je pense notamment à l'enseignement supérieur, ceux qui sont en BTS ou en DCG, voilà, les plus grands, on les mettra là, ce qui nous permet de récupérer des salles. Et donc ça se fera en fait tout le long de la promenade Honoré II. Il y aura évidemment le lycée Régnier 3, notamment pour les classes techniques, parce que là aussi il y a du matériel, et donc on est accueilli par le chef d'établissement. Au collège, on a aussi quelques classes qu'on a pu récupérer des créneaux. Et derrière le collège, donc le gouvernement a acté la construction de 2 piles de bâtiments modulables faits sur mesure. Hein, je le redis, c'est des salles de classe qui sont pensées pour ça, avec le volume, la sécurité nécessaire. Ils sont à 20 mètres du collège. Alors ce n'est pas le plus bel endroit, je le reconnais, mais ça sera extrêmement fonctionnel, probablement climatisé en plus. Donc juste à côté du collège, ce qui limite les déplacements, ce qui est mieux pour la sécurité et qui nous permet de retrouver, j'allais dire, un environnement quasi normal. Vous comprenez tout de même alors l'inquiétude de la part des syndicats d'enseignants? Alors oui, parce qu'il y a une expérience Covid qui a été difficile. Donc je comprends que faire cours devant un écran, c'est pas faire cours devant un élève. J'ai même goûté à la chose moi-même. Donc je sais que c'est compliqué. C'est pour une durée qui est relativement courte. On n'a pas les mêmes exigences, notamment du fait que justement, ce n'est pas une configuration Covid. On peut venir en classe faire des contrôles. On peut se rassembler. Il y aura des cours. Les élèves ont des lieux de rassemblement. Ils pourront se rencontrer. Donc ça réactive, j'allais dire, de vieux traumatismes. Je crois que c'est pour un délai relativement court. Les enseignants sont les champions d'adaptation. Donc je suis sûr qu'ils feront au mieux. Les élèves vont suivre. On n'a pas les mêmes exigences, on ne demande pas un cours académique parfait, on demande que les élèves tiennent le coup, ne se perdent pas en cours de route, et je suis sûr que le travail sera fait. Pour les élèves de terminale, il y a une échéance importante, c'est le bac. Ce baccalauréat 2026, il se passera au lycée Albert Ier? Alors c'est ce qui a été annoncé par le ministre d'État, une très bonne nouvelle, les travaux avancent vite et bien. Et donc les élèves de terminale devraient passer le bac au lycée Albert Ier rénové, c'est-à-dire dans d'excellentes conditions. Un dernier message peut-être avant de conclure cet entretien, un message aux parents, aux élèves? Alors, aux élèves, connectez-vous tous les jours sur Pronote, parce que c'est Pronote qui est vraiment le canal privilégié. Message aux parents, n'ayez pas de crainte, les professeurs savent faire, il y aura des notes. C'est pas 15 jours de vacances, il y a des notes, le programme sera fait comme on le peut. Et surtout, bien leur dire que tout l'environnement, parce que j'y tiens beaucoup, tout l'environnement qui aide les élèves, psychologues, conseillers d'orientation, c'est la période de Parcoursup. Tous ces personnels-là sont disponibles dès aujourd'hui dans différents lieux, peuvent recevoir les parents, peuvent recevoir les élèves, et donc la vie continue le plus normalement possible. Et on le retiendra, Pronote, outil fiable, indispensable, matin et soir. Matin et soir, exceptionnellement. Merci beaucoup Jean-Philippe Vincy d'avoir été notre invité pour nous préciser les contours des prochaines semaines des élèves du lycée Albert Ier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et justement, nous avons suivi 2 élèves du lycée Albert Ier qui ont effectué hier leur rentrée en distanciel. Comment se sont-ils organisés? Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet sont allés à la rencontre de Romain et Maxime. Reportage. Romain à gauche est en seconde et son frère à droite, Maxime, est en terminale. Tous les deux sont concernés par cette rentrée à distance. Dans quelques minutes, ils vont rejoindre chacun leur classe, mais sans bouger, dans leur chambre. C'est pour eux et leur maman une impression de déjà-vu. Je dirais que la partie cours en distanciel, c'est pas ce qui m'a le plus stressé parce qu'on avait, comme on dit les enfants, la période du Covid et cette expérience qui était quand même nettement plus compliquée. Maintenant, ils sont équipés, ils sont grands, ils sont autonomes. Donc la partie cours en distanciel, non. C'est vrai que pour Maxime principalement, qui est en terminale, j'espère que ça va pas trop durer. En même temps, c'est vrai que les conditions, les annonces qui ont été faites, comme tous les parents, j'avais envie qu'il n'y ait aucun risque. Je sais que ça va être un peu compliqué pour eux, pour la suite. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais voilà, je fais confiance à l'encadrement. Et j'espère que tout sera OK pour eux et pour nous. Ce lundi, 14h, début des cours en distanciel, chacun sur son ordi. Il suffit de cliquer sur un lien disponible sur Pronote ou Teams. Maxime débute par un cours d'anglais section européenne et Romain par un cours de SVT. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et même si les circonstances sont un peu particulières, on n'était pas censé se retrouver comme ça en visio. Ce qui est bien, c'est que vous avez tous réussi à vous connecter et à être au courant de l'information, etc. Tous deux préféreraient être avec leurs camarades, mais c'est pour eux et leur maman un cas de force majeure qui, ils l'espèrent, ne durera pas. Quand j'ai eu l'information dès le début, bien sûr, vu que c'était après les vacances, je me suis dit que c'était une 3e semaine de vacances, donc j'étais content. Puis je me suis remémoré l'épisode du Covid, qui m'avait honnêtement fait un peu de mal au niveau même de mes notes et de ma capacité de concentration. Donc j'ai un peu angoissé après en me disant que ça aurait pu dégrader mon attention et un peu d'autres qualités que j'avais à l'école. Donc on va voir comment ça se passe vu que c'est des cours plutôt différents. J'ai un cours à l'oral, j'ai un cours où il faut que je fasse des calculs et un autre où c'est beaucoup plus théorique et pas mal de pratique aussi. Donc on va voir comment ça se passe. Alors je vais essayer quand même d'être un peu plus concentré parce que je pense quand même quand on est à la maison, c'est plus difficile de se concentrer que quand on est en classe, on a plus de distractions, c'est un peu plus compliqué d'apprendre, on est moins dans l'interaction. Donc faudra faire peut-être un peu plus d'efforts, même si on a l'impression qu'on peut se relâcher, que c'est le moment où on peut un peu plus décompresser. On se dit encore que c'est les vacances, mais il faut un peu plus prendre au sérieux, selon moi. C'est donc parti pour une première semaine en distanciel qui, au fil du mois de janvier, laissera de plus en plus de place au présentiel, le temps que les installations soient mises en place dans les différents lieux de remplacement. Cela fait maintenant 10 ans que l'Agence monégasque de sécurité numérique œuvre en principauté pour protéger nos données et renforcer la cybersécurité. Un anniversaire célébré hier soir au Yacht Club de Monaco en présence de nombreuses personnalités et du prince souverain. Nous avons rencontré Frédéric Fautrier, directeur de l'agence, qui revient sur les missions confiées à la MSN et il dresse le bilan de ces 10 dernières années. Écoutons-le. Elle a pour vocation d'accompagner les services de l'État et les infrastructures critiques de la principauté de façon à ce qu'elles soient le mieux protégées vis-à-vis des attaques informatiques qu'elles peuvent rencontrer. On en parle peu dans la presse, mais effectivement, les services de l'État comme les infrastructures critiques de la principauté sont soumis régulièrement à des attaques qu'on arrive jusqu'à présent à juguler. Pour protéger au mieux tous ces systèmes, il y a d'abord un cadre à mettre en place, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a eu un gros travail législatif et réglementaire pour encadrer les missions et les travaux de la MSN et des infrastructures critiques. Et à partir de ce moment-là, on fait le nécessaire avec eux pour renforcer leur infrastructure, leur système d'information, de façon à minimiser le risque. On ne chiffre pas vraiment, on n'a pas de bilan sur les 10 dernières années, si ce n'est, je dirais, une montée en compétences de tout l'écosystème numérique de la principauté. Je pense qu'il faut en être conscient, on partait de loin en 2016, on arrive aujourd'hui, les résultats le montrent indirectement puisqu'on a peu de victimes, donc on peut supposer qu'on a fait du bon travail pendant ces 10 dernières années. Frédéric Fautrier, directeur de l'Agence monégasque de sécurité numérique, était interviewé par Christine Datomel et Lionel Bernardi. C'était aujourd'hui la fête de l'Épiphanie.
Ce matin, le pape Léon XIV, dans son homélie, s'est exprimé sur la situation mondiale, critiquant notamment le recours à la force dans les relations internationales, et ce 2 jours après l'opération militaire américaine au Venezuela. L'épiphanie qui marque aussi pour nous l'occasion de recevoir l'archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David, est notre invité aujourd'hui pour adresser le message du diocèse au Monégasque en ce début d'année, mais également dresser le bilan d'une année marquée par le décès du pape François et l'élection de celui qui lui a succédé, le pape Léon XIV. Nous rejoignons Monseigneur Dominique-Marie David sur notre plateau. Monseigneur David, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre accueil. En ce début 2026, quel message souhaitez-vous délivrer aux Monégasques ? Alors d'abord, bien sûr, leur offrir tous mes vœux et peut-être en rebondissant sur le thème qui nous a beaucoup occupé l'année dernière avec l'année sainte, le thème de l'espérance, dire voilà, c'est pas parce que cette année sainte est en train de se terminer, que les portes se ferment, que nous n'avons pas fini d'espérer, et peut-être c'est encore ces vœux que j'aimerais redoubler cette année, que nous soyons illuminés par la flamme de l'espérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une société, un monde qui est confronté à de profondes tensions, de profondes crises, il y a encore de beaux motifs d'espérance. Alors bien sûr, nous ne sommes pas naïfs et comme tout homme, lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons l'état de ce monde que vous venez d'évoquer, qui a de quoi nous inquiéter, qui a de quoi peut-être nous troubler, mais c'est aussi notre rôle en tant que chrétiens, et à Monaco et partout ailleurs dans le monde, d'orienter le regard vers ce qui est parfois moins spectaculaire, moins visible, et qui pourtant nourrit en nous cette dimension de l'espérance. Et quand on sait voir, on repère ces petites lumières qu'il ne faut pas oublier et qui peuvent transformer notre regard et notre vie. Avant de poursuivre résolument vers 2026, j'aimerais aussi tout d'abord que nous revenions sur l'année 2025. Ça a été une année très importante pour les chrétiens, marquée par de grands événements. Il y a eu le décès du pape François, puis l'avènement du pape Léon XIV. 8 mois plus tard, que retenir de son premier bilan d'action ? Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, il a surtout chaussé, effectivement, mis ses pas dans les pas de son prédécesseur. C'est dans le prolongement de l'action du pape François. Et l'année sainte est tout à fait extraordinaire, puisque c'est le pape François qui l'a décidée et qui l'a ouverte, et le pape Léon XIV qui est en train de la clore. Et même les voyages que le pape Léon XIV a faits en Turquie, au Liban, étaient des voyages déjà prévus et décidés par son prédécesseur. Mais maintenant que l'année sainte est terminée, qu'il a accompli les voyages que son prédécesseur avait envisagés, il décide de réunir tous les cardinaux pour ce qu'on appelle un consistoire. Et on imagine bien que dans les échanges, le travail qui va être accompli, il y aura sans doute de la matière pour les décisions à prendre dans les jours, les semaines et les mois à venir. Vous, plus personnellement, que retiendrez-vous de 2025 ? Quelles évolutions humaines, spirituelles, sociétales ? Personnellement, j'ai eu quand même beaucoup de joie, par exemple, à ordonner un nouveau prêtre. C'est mon premier prêtre à Monaco, 2 diacres permanents également. La joie d'accueillir beaucoup plus de jeunes étudiants, de jeunes professionnels qui frappent à la porte de l'Église, comme c'est le cas aussi en France, avec une augmentation considérable de ceux qui demandent le baptême ou la confirmation. Donc voilà, ça ce sont des événements qui marquent. Alors en 2025, il y a également une question sociétale qui a été au cœur des débats au Conseil national et qui a amené une communication de la part du diocèse. C'est la thématique de l'IVG. Il était important à vos yeux que le prince souverain rappelle son attachement aux spécificités culturelles et religieuses de Monaco pour expliquer le non-prolongement de cette proposition de loi qui était venue au Conseil national. Alors, la vraie question, c'est comment interpréter le fait que nous soyons un État catholique, où le catholicisme est la religion de l'État et pas seulement la religion officielle. Et c'est vrai que le prince a souhaité s'appuyer sur cet article,
non sans être attentif à toutes ces questions qui se posent. Et l'Église aussi, nous, notre souci, c'est pas, comment dire, bien sûr, il n'y avait pas de choses très nouvelles dans la manière dont j'ai pu présenter la position de l'Église, qui demeurera la même. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est que le travail reste à faire d'une information approfondie sur cette position de l'Église, qui ne prend pas plaisir à s'arc-bouter sur des principes d'un autre âge, mais qui essaye de poser des questions sur la valeur de la vie, sur la manière d'accompagner. Et pour moi, aujourd'hui, le travail qui reste à faire, c'est la prévention, l'accompagnement, l'éducation. Et moi, j'encourage en tout cas tous ceux qui s'interrogent sur ces questions à creuser, à aller voir les textes. Mais pourquoi l'Église tient ces positions ? Quelle est la dimension positive qui se cache derrière ce qu'on pourrait imaginer comme négatif? Et donc creuser, réfléchir, s'interroger pour aller plus loin dans la réflexion et dans le soutien à ceux qui en ont besoin. Vous évoquez la réflexion, l'accompagnement. Ce travail, vous le portez aussi au quotidien avec les jeunes de Monaco. Et ils sont de plus en plus nombreux. On a noté l'an passé notamment, alors peut-être aussi à la faveur de l'avènement de ce nouveau pape, une fois peut-être décuplé chez les jeunes. En tout cas, vous le pressentez ? Moi, je dirais en tout cas décomplexé. C'est-à-dire qu'on arrive à une génération qui peut-être n'a pas eu la transmission minimale de foi ou des gestes de la foi ou de l'intelligence de la foi, mais qui peut-être arrive avec une curiosité, une ouverture, qui nous renouvelle nous-mêmes, en tout cas qui nous interpelle. Lorsque l'on parle de la jeunesse, aujourd'hui on évoque fréquemment les réseaux sociaux, l'omniprésence des écrans, à l'heure où justement dans nos sociétés le lien social, la solidarité sont mis à mal. Est-ce qu'il y a un moyen d'encourager vers plus de fraternité au quotidien et comment encourager cela ? Alors c'est vrai que les moyens techniques à notre disposition sont utiles et bien sûr nous faisons ce que nous pouvons pour maintenir ce lien, mais l'Église aura toujours cette vigilance pour que le contact à distance ne remplace pas les vraies rencontres, l'écoute réelle de ceux qui sont mis sur notre chemin. Et à Monaco comme ailleurs, nous souhaitons effectivement nous rencontrer. Pour conclure, quels seront les temps forts de 2026 pour le diocèse ? Alors cela va débuter très rapidement, à la fin du mois de janvier, notamment avec les festivités autour de la Sainte Dévote. De la Sainte Dévote, où nous aurons la grande joie d'accueillir le cardinal Pizzaballa, qui est le patriarche latin de Jérusalem. Et puis nous vivrons bien sûr au rythme du calendrier monégasque auquel nous participons, les grandes célébrations liturgiques de l'année, peut-être d'autres ordinations. Puis vous savez, l'année dernière a été riche en surprises, peut-être cette année nous en réservera quelques-unes. Et nous retiendrons donc ce maître mot, l'espérance pour 2026. Merci beaucoup, Monseigneur David, d'avoir été notre invité. Je vous en prie, encore bonne année. La magie de Noël quitte peu à peu la principauté, à commencer par le marché de Noël dont le démontage a débuté. L'occasion pour nous d'en dresser le bilan alors que l'on a pu constater tout au long des congés une forte affluence sur le port. Reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Les vins chauds, les fondus, les crêpes et autres gourmandises du marché de Noël, c'est fini. Il est temps de dire au revoir à ce village enchanté qui a attiré du monde pendant le mois de décembre. On a fait mieux que l'an passé. L'an passé, donc, on a déjà eu beaucoup de monde. Et cette année, on a fait 20 000 personnes de plus. Donc on peut approximativement dire qu'on était à 670 000 visiteurs. Et donc c'est vrai que c'est un chiffre assez important pour un mois. Une fréquentation en hausse qui vient récompenser le travail de la mairie qui offre un marché de Noël différent chaque année.
Ce qui est très important, c'est comme donc le village de Noël est monté de suite après le démontage de la foire, c'est d'éviter de faire une fête foraine bis et par conséquent de prendre des prestataires de qualité mais qui jouent également le jeu au niveau de la décoration. D'autres facteurs contribuent au succès du marché de Noël, comme le montrent ces témoignages recueillis au plus fort de l'activité. La sécurité et la bienveillance de toute l'organisation aussi, c'est agréable. L'ambiance à Monaco est toujours très bien, le marché de Noël change chaque année. Et ça, c'est vraiment agréable d'avoir un nouveau marché de Noël chaque année, une nouvelle décoration. Les commerçants sont très agréables aussi. Aujourd'hui, l'heure est au démontage. Il faudra compter une dizaine de jours pour désinstaller les 50 chalets. Est ensuite prévue la désinstallation des illuminations de la ville par les agents de la mairie. Ce sera le premier gros événement du mois de janvier. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo débutera le 16 janvier. Mais en coulisses, on s'affaire déjà pour installer le matériel technique nécessaire au bon déroulement de ces prestigieux numéros. Alexandra Pani et Lionel Bernardi se sont rendus cet après-midi sous le chapiteau de Fontvieille à la rencontre des techniciens qui sont à pied d'œuvre. 260 artistes et une vingtaine de nationalités fouleront la piste aux étoiles pour cette 48e édition. Mais pour l'heure, nous en sommes qu'aux préparatifs techniques de ce festival à la renommée internationale. Une étape de la plus haute importance. Année après année, les numéros proposent des performances toujours plus époustouflantes et nécessitent donc une grande expertise dans la préparation. Oui, il y a des demandes spécifiques qui arrivent maintenant alors qu'on ne les avait pas avant. Notamment tout ce qui est les écouteurs intra-auriculaires pour qu'ils puissent bien s'entendre au milieu du plateau, voilà, des choses comme ça. Et puis de plus en plus de microphonie sans fil, voilà, pour mettre ça dans les jolis haut-parleurs que Michel Ferron installe. En termes de son, on a 3 jours de montage. La spécificité particulière, c'est en termes de diffusion, le fait qu'on est sur une rotonde. Voilà, je crois que la première chose la plus difficile, c'est ça en fait. C'est la maîtrise de la rotonde. Pour éviter tout ce qui est hall de gare, on va dire, l'effet hall de gare. Cette année, 30 techniciens sont mobilisés sur la phase montage, puis 14 durant le festival pour les structures son et lumière. 560 projecteurs sont installés et un important dispositif également au niveau de la sonorisation. On a 64 channels. À partir de vendredi, les réglages in situ avec les artistes débuteront avant les premières répétitions dimanche. Moi je m'occupe de la régie retour, donc c'est tout ce qui va se passer en fait au niveau des musiciens, des artistes en fait, à qui je donnais du son, les musiques, les voix, tout en fait sur la piste, pour l'orchestre en haut, dans les ears de ceux qui vont avoir des ear monitors. Donc voilà, en gros, je m'occupe de chouchouter toute la partie artistique en fait. Il y a des attentions particulières à avoir, notamment on va dire s'il y a des animaux, par exemple de ne pas faire peur aux animaux. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut rester très vigilant, très attentif. C'est du spectacle vivant aussi, donc en fait on a des personnes en fait qui vont être amenées à se déplacer, passer devant des retours, des choses comme ça, avec des micros très sensibles. Donc là pareil, il faut rester vigilant pour éviter d'avoir des larcènes et ces petites choses désagréables qu'on ne veut pas. Faire attention aux moindres détails. Vous pourrez noter également une évolution à l'extérieur du chapiteau avec une mise en lumière dans des tonalités plus pastel de la structure. Et pour la ménagerie, les premiers animaux arriveront dans les prochains jours avec une ouverture au public prévue pour le 8 janvier dans l'après-midi. Un mot de sport avec du tennis. C'est déjà terminé pour Valentin Vachereau au tournoi de Brisbane en Australie. Le Monégasque a été battu dès le premier tour par l'Américain Sebastian Corda en 2-7, 7-6, 6-3. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Nous refermons ce journal avec les photos du jour, des clichés signés des photographes de la direction de la communication dont vous allez pouvoir retrouver le travail en ce mois de janvier dans une exposition rétrospective à la Galerie des Pêcheurs. À suivre, la météo présentée par Christinda Petit-Homel. Je vous souhaite une très belle soirée sur Monaco Info. À demain, 19h.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Demain, mercredi 7 janvier, le temps restera agréable sur la Principauté. Le soleil dominera largement avec des températures comprises entre 4 et 10 degrés. Côté mer, les conditions seront calmes et plutôt favorables. À noter que les ressources en eau de Monaco couvrent entre 25 et 50% de la consommation locale. Les bons gestes et les économies d'eau restent donc fortement encouragés. Enfin, demain, nous fêterons les Raymond. Le prénom Raymond vient du germanique et signifie protecteur avisé. Saint Raymond du Pénaphore était connu pour sa grande sagesse et sa capacité à résoudre des situations complexes, un prénom donc associé à la prudence et à la réflexion. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.